Le monde d'à peu près. Bonjour à tous, chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission du monde d'à peu près. Alors aujourd'hui, on a du beau monde autour de la table. On va commencer par mes chroniqueurs. Vous les connaissez déjà, ils sont tous là aujourd'hui. Donc on a Ludovic, bonjour. Bonjour à tous. Simon, bonjour. Bonjour. Nicolas. Bonjour. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Super. On a un invité aujourd'hui, une invitée aujourd'hui. On a une invitée aujourd'hui, quelqu'un qui fait beaucoup pour le travail de résistance. Elle est française. Valérie Bugot, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci à Artemus de m'avoir convié. Et oui, parce qu'Artemis, il faut savoir, est la première, on va dire, association qui invite Valérie Bugot à Bruxelles. Absolument. Et d'ailleurs, c'est merci. une grande première. Merci pour cette génialissime conférence que vous allez retrouver sur le site Kairos. On la rediffusera aussi sur notre canal YouTube. Mais avant de commencer cette émission, je vais présenter notre invité. Une présentation non exhaustive, bien entendu, juste pour que vous, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, sachiez à qui vous avez affaire. Donc, Madame Bugot est docteur en droit. Elle a étudié à l'université Paris-Sorbonne 1. Vous avez Paris 1, Panthéon-Sorbonne, oui. Paris 1, Panthéon-Sorbonne, pour être précis. Vous avez défendu une thèse sur le droit des entreprises. Vous avez travaillé comme avocate fiscale, mais vous avez finalement décidé de mettre un terme à cette carrière pour vous consacrer spécifiquement à l'analyse géopolitique économique. Alors, vous avez aussi rédigé 4 ouvrages. Je vais les citer dans le désordre. Il y a 5 ouvrages, pardon. Il y a les raisons cachées du désordre mondial, Demain dès l'aube du renouveau, Nouvel esprit des lois et de la monnaie, coécrit avec Jean Rémy. Et le dernier que j'ai, c'est la nouvelle entreprise. Il me semble que vous avez aussi, sur votre site, on peut retrouver la thèse que vous avez défendue pour avoir votre doctorat en droit, me semble-t-il. Alors j'ai écrit Le nouvel esprit des lois et de la monnaie est en 2 tomes. Ok. Et Demain dès l'aube, le renouveau, c'est en petit clin d'œil littéraire. Ok, ça va, super. Et également, non des moindres, vous êtes aussi la fondatrice d'un cercle de réflexion qui s'appelle Révolu Droit et qui a pour but de réformer les institutions. Voilà on va dire l'introduction que j'ai à votre propos. Y a-t-il des choses importantes que j'ai oublié de mentionner vous concernant? Pas du tout, c'est une très bonne entrée en matière. Je dirais que tous mes travaux ont commencé, je suis juriste, donc effectivement j'ai eu une approche juridique des phénomènes politiques et sociologiques, mais en même temps, et surtout économique, parce que j'ai fait du droit en fait, de l'entreprise, donc du droit, le droit qui s'applique dans le domaine économique. Donc j'ai une vision de juriste de l'économie, ce qui est assez novateur parce que peu d'analystes de géopolitique ont cette vision. Donc c'est une de mes particularités. Très bien, et je pense qu'on va commencer en essayant d'être pratico-pratique, parce que je pense que nos auditeurs, en tout cas ceux qui vous connaissent votre travail, Révolu Droit. Maintenant, c'est de savoir concrètement et en pratique comment utiliser Révolu Droit et comment les citoyens, on va dire français, peuvent l'utiliser. Je pense que Nicolas, tu avais quelques questions justement à ce propos. Je vais te donner la parole. Oui, donc Révolu Droit, c'est une méthodologie, vous dites souvent, qui serait applicable à tous les pays ou presque. Absolument. Vraiment. Enfin, oui, avec des adaptations, mais je dirais que l'application de cette méthodologie donnera un résultat très différent en fonction des contextes locaux. Ça reste une méthodologie, c'est-à-dire à adapter de façon plus précise, mais sur la globalité et sur la façon de réorganiser les activités humaines, c'est une méthodologie qui est universelle, en quelque sorte. Et si on prend vraiment concrètement la base du projet, on va dire, on va l'appliquer à la France. Si par exemple maintenant on mettait ça en pratique, on commencerait concrètement, ce serait quoi le premier point? On commencerait par quoi? Le premier
point et le plus délicat, c'est justement la mise en œuvre des groupements d'intérêt. C'est-à-dire que les gens prennent conscience, reprennent l'habitude de se réorganiser de façon autonome autour d'activités qui ne sont pas nécessairement des métiers. Ça peut essentiellement être des métiers, mais j'ai élargi ça à tout type d'activité humaine et qui permettrait de recréer sur le modèle des corporations d'Ancien Régime, de recréer une autonomie décisionnelle des membres de ces groupements d'intérêt, et en particulier pour tout ce qui est réglementation de l'activité, pour tout ce qui est gestion des conflits. Donc c'est aussi une habitude de vivre ensemble qui doit être réinitialisée. Donc c'est tout un programme. En réalité, peut-être le plus difficile, c'est ce premier pas à franchir, d'habituer les gens à se réunir et à réglementer leur activité. D'abord au niveau local, mais ensuite, ces activités ont pour vocation d'être au niveau régulé au niveau national. Est-ce que c'est pas un peu... justement, c'est très complexe à l'époque à rapport à ce que nous vivons, dans le sens où il y a une individualisation. Ouais. Le groupe, l'ensemble n'existe plus ou pratiquement plus. Et surtout, le fond du problème, est-ce que, quand vous proposez ça, est-ce que vous avez le sentiment vraiment que les gens sont prêts à le faire ? Ce que je veux dire par là, c'est que ce que vous proposez, comme d'autres proposent d'autres choses similaires, c'est où les gens doivent se reprendre en main finalement, où ils doivent se responsabiliser, redevenir maîtres de leur destin, on va dire. Et en fait, on n'a pas le sentiment que c'est le cas, puisqu'ils ont remis un peu leur destin, pour la plupart, dans les clés. Exactement. Et donc, est-ce que tout ça, finalement, il n'y a pas une certaine utopie là-dedans, puisque l'être humain s'est vraiment affaibli et est redescendu dans quelque chose de très contrôlé, où finalement, il se plaît, il se complaît ? Oui, alors ce système va arriver à sa fin parce que tout le monde va comprendre qu'ils ont remis les clés du coffre aux frères Rapetou. Donc, à partir de ce moment-là, quand cette conscience-là sera beaucoup plus aiguë qu'elle ne l'est aujourd'hui, ce qui est une question de semaines, peut-être de mois, mais pas d'années, je pense que les choses vont se décanter beaucoup plus vite qu'on ne croit. Parce que la prise de conscience va être très brutale et rapide, en fait. Maintenant, ce que je peux dire, c'est qu'au départ, lorsque j'ai lancé ce site, il n'y a pas si longtemps non plus, effectivement, on s'est heurté avec les quelques personnes qui sont motivées pour aller dans cette direction, à beaucoup d'incompréhension, et d'incompréhension venant du fait du renouveau de la responsabilisation, en effet, parce que habituer les gens à se réorganiser en autonomie suppose aussi qu'ils réinvestissent une responsabilité quelque part, qu'ils ont abdiqué depuis très longtemps. Donc ça, c'est le véritable problème psychologique. Néanmoins, je dois dire, là, il y a une petite lueur d'espoir qui arrive, c'est que depuis quelques semaines, on remarque un engouement beaucoup plus sérieux, avec un investissement des gens qui nous approchent beaucoup plus réel et beaucoup plus... comment dirais-je, fort, c'est-à-dire en termes de force, une motivation réelle et complète, c'est-à-dire des gens qui ont compris l'idée et qui sont vraiment décidés à faire le pas de côté par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, ils participent même à développer la méthodologie pour mettre en œuvre justement ces groupements d'intérêt. Et ça commence à prendre une certaine... la dynamique s'accélère. Alors, je ne peux pas parler de raz-de-marée, on est bien d'accord, mais néanmoins, il y a une accélération depuis quelques semaines qui est assez remarquable. Mais quand vous dites que les choses vont aller très vite en quelques semaines ou quelques mois, qu'est-ce que vous entendez par là ? Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? En fait, je ne suis pas la seule à parler de ça. Tout le monde sait bien que le système financier occidental est en voie de déliquescence absolue en raison des problématiques du dollar en tant que monnaie mondiale, qui est en train de perdre définitivement ce statut. Donc, on va avoir affaire à un réalignement de la valeur réelle des actifs, ce qui sera évidemment aux dépens des citoyens habitant dans les pays dits occidentaux. Donc effectivement, le choc monétaire et financier est en approche rapide. C'est à ça auquel je fais allusion. Et à cet égard, les gens se rendent compte qu'ils ont été pris en otage. Bon, par les banques, ça c'est quand même assez clair depuis quelques temps. Mais là, ça va prendre des proportions assez dramatiques. Donc le déni ne sera plus possible en fait. C'est la raison pour laquelle je dis que la prise de conscience va augmenter à mesure que le déni diminue en fait.
Mais ça Voilà. peut amener à un climat assez grave si on débouche là-dessus. Oui, absolument. Ça va amener à une forme de troubles civiques, enfin sociaux, sociologiques, de grave paupérisation. Oui, ça c'est. Enfin, je veux dire, il n'y a pas moyen d'éviter. Au point où on en est, je veux dire, on a tellement donné les clés du coffre sans possibilité d'accès que je veux dire maintenant la dynamique doit arriver à son terme. C'est quelque chose. L'idée, c'est de repartir en ne refaisant pas les mêmes erreurs. Mais vous pensez qu'un pays comme la France peut basculer dans une guerre civile ? Ah oui, absolument, oui, je le pense, oui, effectivement. Pour toutes ces raisons-là, en réalité, et puis pour la raison aussi que le pouvoir en place, enfin, qui n'est pas un pouvoir politique comme je l'explique, mais qui est en réalité détenu par le pouvoir économique, qui n'a pas de responsabilité puisqu'il ne dit pas son nom, fait que ces gens-là sont de plus en plus coercitifs. Donc on assiste à une montée en puissance de la pression sociale qui fait que je ne vois pas comment ça peut se terminer bien. Enfin, comment ça peut... les conditions ne sont pas réunies pour l'apaisement. Voilà. Oui. Tu voulais intervenir, Ludovic ? Oui, dans le pire des scénarios, si on compare la situation à venir avec ce qui s'est passé en Argentine, au Liban et en Grèce, on n'a pas beaucoup de fenêtres. En tout cas, je n'ai pas vu beaucoup de fenêtres, de vidéos, de documentaires sur la situation dans ces pays-là. Oui. Des situations de grande crise génèrent aussi une créativité humaine. Est-ce que vous avez... J'espère. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'observer des exemples de cette créativité spontanée, de cette humanité retrouvée, de cette socialité retrouvée J'ai envie de vous répondre que finalement Révolu Droit, c'est un peu la mise en œuvre de ce que vous dites. Le modèle de créativité vient de là, mais Oui. très clairement, enfin, je veux dire, j'étais en Argentine il y a quelques temps. Ils sont encore marqués par les grandes crises économiques qu'ils ont vécues tout au long du XXe siècle et desquelles ils ne sont pas encore réellement, ils n'ont pas réellement émergé. Je pense en revanche que ces populations ont la volonté de réémerger. Donc effectivement, les crises, c'est toujours pareil. Vous savez, les Chinois traduisent le terme crise par danger et opportunité. Et en effet, c'est les deux, à condition que les gens aient envie de survivre. C'est une question, en fait, c'est la mise en évidence du fait que a-t-on finalement un instinct de survie qui nous permettra de surmonter toutes ces épreuves. Le vrai sujet, il est là. Maintenant, évidemment, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Certains n'ont plus que d'autres. Et puis, évidemment, les gens qui se sont complus dans le déni de réalité ne seront pas les mieux placés pour développer leur créativité et avoir envie de vivre autrement. Oui. Ça, c'est certain. Il y a vraiment un problème d'énergie vitale, de vitalité. Il y a un problème d'énergie vitale et un problème de déni. Les deux sont liés, en fait. On se rend compte que nos pays ont vécu quand même sur une illusion largement médiatiquement, politiquement, économiquement alimentée, qui fait qu'ils n'ont plus les outils intellectuels pour approcher le réel, pour accepter, en fait, pour même percevoir le réel. Donc c'est un peu une grande leçon philosophique, politique, historique. On arrive à une confrontation du réel et de l'illusion, quoi. C'est intéressant, hein, comme époque, mais en même temps, c'est vrai que c'est très anxiogène. Hein. Tout à fait, c'est hyper intéressant, l'époque qu'on vit. Riche en rebondissements. Simon, tu as envie d'intervenir, il me semble. Oui, parce qu'effectivement, depuis déjà maintenant quelques années, pas mal de gens se sont rendus compte de la logique dans laquelle nous mène ce système et ont décidé de faire un pas de côté, ont pris des initiatives alternatives, aussi bien au niveau économique, au niveau scolaire qu'au niveau de la monnaie. Mais évidemment, ce sont des initiatives locales, hein, très petites et éparses. Et donc, d'après la structuration que vous proposez au niveau de Révolu Droit, il y aurait possibilité de tisser, je dirais, un lien entre les deux. Et par rapport à cela, est-ce que les collectifs citoyens pourraient servir, je dirais, d'antichambre en quelque sorte
Oui, absolument. Alors, effectivement, je vous remercie d'avoir fait cette remarque parce que Révolu Droit, en fait, propose de passer à l'étape suivante de l'autonomie locale pour réinvestir la notion d'État, c'est-à-dire de pays, c'est-à-dire de cohésion sociale et c'est-à-dire de pouvoir politique en mesure de s'opposer à ce que nous avons en face. Parce qu'il faut quand même comprendre que ce qu'on a en face est très gros. Quand on est trop petit, on ne peut pas réellement s'opposer durablement. Donc l'idée, c'est quand même de réinvestir la notion d'État et la notion de groupe politique avec une certaine capacité de défense. Donc, dans cette mesure-là, les collectifs citoyens peuvent servir effectivement de point de départ à la création, à la concrétisation des groupements d'intérêt, en mettant les gens ensemble, les gens qui pratiquent la même activité ou le même métier. Ça leur permet, les collectifs citoyens sont un lieu dans lequel ils peuvent se retrouver pour ensuite décider de franchir le pas du groupement d'intérêt, dans cette mesure-là. Mais le collectif citoyen va au-delà, c'est aussi une forme de corps social interlocuteur, spontané des maires et du pouvoir politique actuel. Enfin, politique entre guillemets, vous le savez, mais je préfère que les gens comprennent de quoi je parle. Donc le maire, c'est bien encore sûr un élément du pouvoir politique actuel. Donc c'est aussi un contre-pouvoir actuel. Le collectif citoyen est un élément qui permettra de faire la transition entre le monde actuel et le monde de demain, si tant est que Révolu Droit devienne le monde de demain. Ce qui permettrait justement que des gens qui ont des initiatives locales, mais qui par exemple sont spécialisés... puissent discuter de Révolu Droit. Imaginons, il y a tous les ASAP. ASAP, c'est ça, donc l'agriculture... ou AMAP, enfin il y a différentes solutions qui sont apportées au niveau agricole. Ces gens peuvent à ce moment-là se regrouper dans une forme donc de groupement d'intérêt agricole, par exemple. Absolument, oui, par type d'activité, les maraîchers, voilà, les éleveurs, effectivement, tout à fait. Et ça, justement, c'est un élément qui est très important. Qui permettra de franchir les étapes suivantes tout en ayant une certaine réalité politique, dans le sens où quand on est plusieurs, on est quand même plus fort que en tant qu'interlocuteur pour s'adresser à ce qui est actuellement en place. L'union fait la force. Moi, je vais revenir à ce que vous disiez, justement, qu'on arrive à la fin d'un cycle, avec une crise qui peut être un danger comme une opportunité. Justement, est-ce que cette crise n'est pas voulue? Parce qu'on a entendu au forum de Davos parler du Great Reset, la grande réinitialisation. C'est justement ce moment de réinitialiser à leur avantage, on va dire. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Oui, bien sûr, je pense que vous avez raison. Tout ça a été piloté de longue date et de très loin par rapport à la vie quotidienne des populations. Tout ça a été évidemment piloté par la prise de pouvoir hégémonique des banquiers que j'ai un peu détaillé hier lors de la conférence, mais que je détaille dans mes ouvrages. Donc effectivement, ça ne vient pas de nulle part. L'événement auquel nous sommes confrontés aujourd'hui est une manifestation de cette hégémonie que nous avons laissé se développer sans réagir pendant très longtemps, des dizaines d'années, des centaines d'années. Donc effectivement, c'est une mise en œuvre, c'est le bouquet final, si vous voulez, de cette longue progression de l'hégémonie financière. Donc, en effet, tout ça est programmé. Klaus Schwab l'a bien expliqué. Enfin, je veux dire, c'est très, très bien documenté. Je n'invente rien en expliquant ça. Tout le monde peut trouver les documents qui sont très anciens. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, la deuxième chose est de constater que si cette hégémonie s'est développée, c'est finalement avec le consentement des populations qui sont aujourd'hui confrontées à une sorte de dissonance cognitive entre ce qu'elles ont accepté et là où ça les a menées, parce qu'elles n'ont jamais vraiment fait le lien entre les renoncements successifs et l'aboutissement final qui est tout à fait dramatique. Donc aujourd'hui, le lien va arriver devant leurs yeux. Donc le choix va se proposer aux populations. Est-ce que vous acceptez le projet de Davos ou est-ce que vous allez finalement faire comme les chevaux qui ruent dans les brancards pour inventer votre avenir autrement? Donc inventer, c'est un grand mot, puisque effectivement il y aura quand même des gens qui ont déjà commencé,
qui ont anticipé. Vous savez, c'est toujours pareil, il y a une faible minorité de gens qui comprennent avant les autres, qui anticipent et qui sont ostracisés. Ensuite, les choses évoluent pour elles et deviennent un peu des guides pour des populations qui sont démunies parce que, n'ayant pas réfléchi du tout à ces sujets-là, il faut bien qu'elles s'appuient sur ceux qui ont travaillé, en fait. Et puis aussi, je voulais dire quand même, les gens travaillent beaucoup, mais ils travaillent de façon mécanique. Il faut réinvestir le travail, mais le vrai travail, c'est-à-dire l'activité humaine, avec un apport personnel, un apport intellectuel, un apport moral, un investissement personnel dans le travail. La connaissance du travail, ne pas être un prolétaire. Absolument, mais c'est justement toute cette organisation économique qui a désinvesti les gens du vrai terme, du vrai sens du mot travail. Est-ce que vous voulez dire le métier contre l'emploi, la notion de métier contre la notion d'emploi? Je vais au-delà, je dis l'activité humaine, l'activité contre le travail économique. D'accord. Oui, c'est Enfin, économique tel qu'il est compris. Bien sûr, toute activité mérite rémunération, mais là, il s'agit de l'exploitation qui a désinvesti les individus de leur activité quotidienne. Donc, l'idée, c'est de réinvestir en fait tout le sens de sa vie dans des choses qui résultent d'un choix personnel. Alors que là, bien souvent, les gens sont en pilote automatique, ils sortent de l'école et puis leur vie... Alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à certaines époques, la vie, vous sortiez de l'école et puis votre vie était tracée jusqu'à votre mort. Enfin, ça a quelque chose de très déshumanisant, en fait. Ce que vous dites, en fait, a été très bien théorisé par David Graeber dans les bullshit jobs, en fait. Absolument. Là, nous sommes Complètement. dans l'ère de l'explosion des bullshit jobs, dans tous les sens du terme. Et là où je vous rejoins, c'est qu'il est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vague de démissions, par exemple aux États-Unis, où Oui. les gens en ont complètement marre de ces bullshit jobs. Oui, Ils et ont puis envie de retrouver une activité qui fait sens et qui donne sens à leur vie, en fait. Absolument, on voit les jeunes aussi qui commencent certains à se poser des questions. Dans les écoles d'agronomie, là récemment en France, certains ont eu le courage d'affronter la hiérarchie de l'école en disant nous, on n'a pas vocation à devenir des propagandistes de la malbouffe ou des choses comme ça. Donc effectivement, il y a quand même, on sent le sursaut. Je dirais que le décollage a eu lieu. Mais maintenant, il faut qu'ils prennent de l'ampleur et c'est là où il y a quand même une certaine horloge qui tourne. Est-ce que ça sera fait à temps ou est-ce que les dégâts seront irréparables? Enfin, je ne sais pas. J'ai pas de... Mais c'est quelque part, c'est une course contre la montre. Et on parle aussi beaucoup de monde multipolaire, de mondialisation multipolaire. Il me semble, moi, que ceux qui ont le plus à y perdre, c'est l'Europe. Parce que l'Occident. Je dis l'Europe parce que je pense que les États-Unis peuvent encore tirer leur marron du feu, plus ou moins. Ils pouvaient tirer leur marron du feu tant que la monnaie n'était pas totalement dégradée, tant que le statut de leur monnaie n'était pas totalement dégradé. Mais là, ils vont se prendre dans les dents la fin du dollar, monnaie mondiale. Donc la seule solution pour eux de s'en sortir, c'est finalement de prédatoriser tous les actifs réels, tangibles, surtout l'Occident. Donc accepterons-nous ça, sachant que eux-mêmes au niveau politique sont quand même très fragilisés, que la nouvelle guerre de sécession aux États-Unis n'est pas loin. Donc je dirais que on peut pas simplifier trop la problématique. Les États-Unis en eux-mêmes sont aussi face à leurs propres contradictions en tant que politique. Qu'entité politique. Donc la politique, la monnaie sont liées, sont deux injonctions qui sont évidemment liées. Maintenant, comment ça va se passer là-bas? Est-ce qu'ils s'en sortiront mieux que chez nous? Oui, enfin peut-être à certains endroits, parce que les États-Unis c'est très grand. La France à côté c'est tout petit, la Belgique n'en parlons pas. Mais effectivement il y a une notion aussi de taille qui entre en jeu. Mais c'est vrai que d'une façon générale, je ne suis pas certaine que les États-Unis s'en sortent forcément très bien. Parce que là on est face quand même au point d'orgue de leurs contradictions. Mais dans ce monde multipolaire, finalement, c'est pas aussi un échappatoire, on va dire, pour le capital financier,
de se retrouver une nouvelle vie, de renaître de ses cendres à travers d'autres puissances telles que la Chine, la Russie et autres. Bah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, le capital financier, en mettant fin au dollar en tant que monnaie mondiale, a justement cet objectif-là. C'est évident. C'est leur objectif. Maintenant, ils ont face à eux des contradicteurs qui n'ont pas l'intention de se laisser dicter les fondamentaux de la vie en commun, de la vie culturelle, de la vie sociale, tel que ce fut le cas. Donc, je pense qu'eux aussi sont mis en difficulté d'une certaine façon, comme ils ne l'ont jamais été depuis qu'ils ont acquis cette hégémonie. Donc les enjeux redeviennent, enfin tout redevient possible. Je dirais que la créativité humaine peut à nouveau participer à des changements qui ne sont pas vraiment anticipables parce que ça pourrait être brutal et ça peut prendre une direction comme une autre. Et tout redevient possible, même le pire, parce qu'on a parlé de guerre civile tout à l'heure, mais est-ce que vous pensez qu'une guerre plus générale peut être une possibilité et qu'elle peut arriver, en rapport notamment à ce qui se passe avec l'Ukraine? Bah, bien entendu, quand on voit tous les points chauds qui se développent sur la planète, il n'y a pas que l'Ukraine, il y a aussi Taïwan, enfin l'Asie du Sud-Est, le Liban, l'Iran avec Israël, enfin c'est un peu partout. Je dirais que oui, les tensions sont extrêmes pour la raison que ce capital financier hégémonique est mis en difficulté. Donc il se défend comme il l'a toujours fait, en déclenchant des guerres, des conflits. C'est toujours l'histoire de diviser pour mieux régner, vous savez. Et s'ils ne peuvent pas régner, ils voudront rien laisser. Ça va être la politique de la terre brûlée. Donc effectivement, on est quand même en danger sur tous les. Il faut bien se rendre compte que ça fait au moins 300 ans qu'en Occident, nous n'avons pas été confrontés à ce genre de problématique, qui est une problématique totale. C'est pas simplement une crise financière, ça n'a rien à voir. C'est vraiment la mise en jeu des fondamentaux sur lesquels on veut se développer, quoi. Et vous parliez avant de ces gens qui sont à la manœuvre, vous l'appelez les banquiers commerçants. Mais en fait, c'est une précision, mais ça reste un peu vague. Qui sont ces gens? Que veulent-ils réellement? Les banquiers commerçants, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer hier, c'est qu'en réalité, ce sont des banquiers au départ, c'est des gens qui fournissent du crédit, mais qui faisaient aussi commerce de l'or et de l'argent et des matières précieuses. Ils se sont développés au cours du Moyen-Âge, et puis ils ont acquis une forme de monopole dans la fourniture de crédit, à l'époque c'était des rois, aux empereurs, etc., et qui leur a permis à un moment de prendre une stature politique. En investissant des institutions, donc j'ai bien parlé du parlementarisme représentatif et assorti d'une banque centrale dite indépendante, pas indépendante de tout le monde évidemment, mais en fait c'est comme ça qu'il faut le concevoir. Donc ce sont les héritiers de ces grands banquiers dont les intérêts ont été coalisés de longue date, mais qui se sont étoffés, qui ont pris de plus en plus de capacité d'action, de pouvoir au niveau supranational, international, et qui aujourd'hui sont dans une position où ils ont beaucoup de leviers de commande. Est-ce que ce sont des gens pas forcément connus? Non, justement, c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de leviers de commande, c'est qu'ils ont mis en place des épouvantails, des hommes de paille qui sont chargés d'endosser la responsabilité, enfin pas la responsabilité, parce que ça c'est encore une autre chose, mais en tout cas d'endosser les décisions que eux prennent réellement et que les autres ne prennent pas réellement. Donc il y a toute cette opacité structurelle qui est mise en place, qui fait que nous ne savons pas précisément quels sont nos interlocuteurs, quels sont les véritables décisionnaires. Alors on arrive quand même à les cerner parce qu'ils ont une signature, c'est-à-dire que la méthodologie qu'ils utilisent est récurrente et se reproduit toujours de la même façon. On sait aussi que l'anonymat est leur marque de fabrique. Donc effectivement, on arrive à les enserrer et à identifier de quel groupe il s'agit. Mais précisément, les individus, c'est beaucoup plus difficile et je ne me hasarderai pas à ça. Il y a certains noms qui reviennent de façon facile. Quand on parle de Rothschild, de JP Morgan, Rockefeller, c'est pas la même chose pour vous. Ça peut être encore un écran de fumée. Non, alors Rothschild, il faut quand même savoir que c'est la maison Rothschild qui a financé la maison Rockefeller au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle,
aux États-Unis. Donc Rockefeller, c'est une émanation Rothschild. Une Et filière, JP hein. Morgan a été, c'est pareil, c'est une banque qui a été une émanation de la banque Rothschild aux États-Unis. Donc on ne peut pas parler de banque américaine, c'est des intérêts qui sont liés à toute cette organisation financière qui vient de la City of London. Maintenant, il n'y a pas que les Rothschild, il y a les Warburg, il y a les Schiff, les Schiff, pardon. Il y a d'autres noms, si vous voulez, et puis il y a d'autres noms qui sont derrière, qui sont liés aux grandes familles dirigeantes qui avaient partie liée avec ces banquiers avant les périodes révolutionnaires. Donc c'est difficile. Il y a des noms qui sortent de temps en temps, mais on n'est pas sûr. Enfin, la famille Orsini, par exemple, Voilà, c'est ça, les a l'air banquiers très italiens, par impliquée. exemple. Voilà, alors je ne donnerai pas de nom, je n'ai pas de liste à donner parce que d'une part, j'estime que ce n'est pas forcément nécessaire ni utile. Et puis deuxièmement, il suffit de comprendre la mécanique et les outils qui ont été développés par ces gens-là, parce que si vous supprimez leurs outils, vous supprimez leur levier de commande et donc ils ne deviennent plus rien. Ils sont très peu nombreux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont très peu nombreux et qu'ils agissent avec d'énormes effets de levier. Si vous détruisez leurs outils, ces gens-là n'existent plus, ce ne sont même plus des interlocuteurs. Oui, Ludo, tu veux intervenir. Oui, concrètement, les noms ne sont pas si importants et il faudrait essayer de faire en sorte que la population, au maximum, comprenne que, effectivement, comme vous le dites, les politiciens, entre guillemets, ne sont que des marionnettes, des silhouettes en carton, et qu'il faut toujours se demander par qui ils sont financés, puisque les décisions, on l'observe à tous les niveaux de la vie humaine. Ils ont mis en avant en fait tout le système de la prestidigitation, c'est-à-dire qu'ils mettent les projecteurs sur certaines personnes ou sur certains événements pour pouvoir agir dans l'ombre tranquillement sans avoir de compte à rendre sur l'essentiel de leur agenda. Et ça, c'est vrai avec les hommes et c'est vrai avec les situations. Et effectivement, les noms de ceux qui sont aux commandes n'ont pas un intérêt stratégique. L'intérêt stratégique pour nous en tant que population, c'est de démonter la mécanique qu'ils ont mis en œuvre et qui agissent de façon irrémédiable contre nos intérêts. Et quelle est la finalité finalement? Ils veulent en venir où? C'est quoi le but final? Je pense que le but final... Bon, alors, il y a beaucoup d'idéologies. Alors, ils ont aussi utilisé les idéologies pour diviser les populations. Hein. Alors, il y a les idéologies religieuses, mais pas seulement. Il y a aussi les idéologies économiques, les idéologies de mode de vie, enfin, des choses comme ça. Ils utilisent tout. En fait, tout devient une arme entre leurs mains. Il faut bien comprendre que pourquoi. C'est parce qu'ils sont acculés, ils sont mis en défaut. Justement, aujourd'hui, ils sont confrontés à une éventuelle perte de pouvoir. Et ça ne leur plaît pas. Donc, ils sont prêts à tout, à liquider la terre entière pour ne pas déchoir, finalement. Ils sont tellement habitués à ce statut de supériorité sans aucune responsabilité que, quelque part, le plus dangereux pour nous, c'est ça. C'est la confrontation auquel ils sont acculés. C'est en fait un des points positifs de ce qui s'est passé ces 3 dernières années, c'est qu'ils ont été tellement loin que ça s'est vu et que ça a réveillé des gens. Ah bah absolument, et ça les a mis en lumière d'une façon ou d'une autre. Ça a mis leur groupe et leur modalité d'action en lumière, et ça, c'est pour eux, c'est quelque chose de très très dangereux, en effet. Et quand vous parlez d'hommes de paille, parce qu'on a parlé des politiciens, que penser des milliardaires du type Bill Gates ou Bolloré ou Bernard Arnault? Il faut bien comprendre que les milliardaires que les journaux et journaux économiques mettent en avant ne sont pas ceux qui ont les commandes. Okay. C'est toujours cette histoire de prestidigitation, d'ombre et de lumière. Vous mettez en avant certaines personnes pour alimenter le débat enfin entre guillemets, les discussions publiques, les discussions privées, et surtout pour qu'on ne s'intéresse pas aux réalités. Pour détourner l'attention. Bien sûr, pour détourner l'attention. Il est évident que les gens qui sont aux manettes ne sont pas mentionnés par les médias et en fait ne sont mentionnés par personne. J'aimerais bien revenir sur une notion que vous avez utilisée plus tôt, qui était la notion de corporation. Alors ces notions de corporation, elles ont fonctionné, mais on était sous l'Ancien Régime. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible? C'est-à-dire que sous l'Ancien Régime, il faut bien comprendre qu'une société marche un peu comme un corps, il y a un cerveau, et ce cerveau était représenté par l'autorité spirituelle, qui était le clergé. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut revenir à un monde avec des corporations, sachant que qui sera le cerveau de cette société, en fait? Oui, alors, oui, ça, c'est un sujet très intéressant. Alors, effectivement, pour ce qui concerne l'Occident, dans le cadre duquel les corporations se sont développées,
en fait, on était sous un régime chrétien et catholique qui s'est élaboré au fil du temps avec des hauts et des bas, bien entendu, comme tout ce qui se passe sur cette terre. Mais je dirais qu'il y avait cette hiérarchie spirituelle, mais organisée temporellement, qui était dominante. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans un contexte beaucoup plus hétérodoxe en matière de spiritualité. Néanmoins, et là c'est quand même quelque chose qu'il faut reconnaître, c'est que cet excès de matérialisme et d'idéologie matérialiste a développé une quête, et aujourd'hui on assiste à ça, tous les individus ont une quête de sens, une recherche de sens et une recherche de spiritualité qui va au-delà des religions constituées qui ont été elles-mêmes subverties par cette domination hégémonique matérielle et financière. Donc en réalité, si les religions sont en perte de vitesse très claire en tant que religion constituée et qui ont été décrédibilisées par tous les excès auxquels cette hégémonie financière les a poussées et qui ont été subvertis de l'intérieur, il y a une quête de sens, une quête de spiritualité qu'il faut réinvestir parce qu'elle fait partie intégralement de la vie de l'humain. Nous ne sommes pas que des corps physiques, nous sommes aussi des esprits et des consciences. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Et dans cette nouveauté, justement, j'en tiens compte dans Révolu Droit parce que un des grands groupements d'intérêt s'appelle le groupement spirituel et moral. Ça veut dire que développer des groupes de travail, de réflexion, qui ont pour objectif de déterminer, en tout cas d'aider l'homme à trouver un sens à sa vie, à trouver quelle est à chercher en tout cas des réponses aux questionnements existentiels, non pas à titre individuel, mais à titre collectif. Donc tout ça est en mouvement actuellement. C'est une nouvelle effervescence. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, c'est évident. Il n'est pas question de réinventer une nouvelle religion parce que tout ça se fait sur des durées très longues. Mais au moins d'investir sur cette nouvelle aspiration humaine à redécouvrir du sens à sa vie. Et ça, je pense que c'est la définition de la spiritualité. Même si les religions ont déjà fait ce travail, mais elles ont été tellement dépréciées aux yeux du public parce que tellement subverties de l'intérieur que aujourd'hui, elles ne sont plus des interlocuteurs uniques et crédibles en tant que telles. Donc effectivement, il n'est pas question non plus de les supprimer, mais elles peuvent elles-mêmes réhabiliter le travail de terrain en développant justement des groupes de réflexion, de travail avec les hommes et les femmes qui sont dans la société pour reproposer des solutions au sens de la vie, au sens de la place de la vie sur Terre et dans l'univers. Hein. C'est une question que je vous avais déjà posée hier par rapport à la conférence, mais je voudrais la reposer. C'est que le risque potentiel, c'est que justement le groupement d'intérêt au niveau donc spirituel soit pris en main par les institutions religieuses, aussi bien catholiques avec le Vatican, aussi bien au niveau de certains États musulmans comme l'Arabie saoudite avec le wahhabisme, du côté également de la religion juive également, avec peut-être, je ne sais pas, le Congrès international juif. Comment éviter que ces grands groupes puissants, qui ont des moyens financiers importants également, on revient toujours à ça, puissent finalement dicter l'agenda. Alors, c'est un danger, mais il faut bien comprendre que le monde de demain ne se fera qu'avec une participation active et déterminante des individus dans le déroulement de leur vie et de la responsabilité du groupe. Donc, ce projet, qui est un véritable projet d'avenir, mise quelque part sur la vigilance des hommes et des femmes. Donc la réponse à votre question dans ce cadre-là est évidente, c'est-à-dire que à partir du moment où les institutions sont programmées pour être équilibrées et avoir des contre-pouvoirs à tous les niveaux, ces contre-pouvoirs ne seront pas opérants à partir du moment où les gens ne seront plus vigilants. Je ne prétends pas garantir la vigilance et la moralité des humains jusqu'à la nuit des temps. Ça, c'est pas possible. On peut pas faire ça. Donc, c'est la responsabilité de chacun de vérifier que ces équilibres ne sont pas rompus. Et les institutions ne valent qu'avec les hommes, la qualité des hommes qui les font vivre.
Mais les contre-pouvoirs... Les contre-pouvoirs structurels, c'est que vous avez les 3 grands groupements d'intérêt, commercial, civique et spirituel. Il n'y a pas que le groupement spirituel. Le groupement spirituel n'a pas vocation à devenir hégémonique sur les 3 autres activités humaines et n'a pas vocation à s'emparer du pouvoir exécutif de tous les membres du gouvernement et du chef d'État. Donc, en réalité, c'est pas, spontanément, ça ne peut pas se produire. Ça ne pourrait se produire que si les gens perdaient la vigilance et décidaient de donner le pouvoir à des groupes religieux, spirituels. Si tout le monde n'est pas d'accord, ils n'ont qu'à se manifester et ça n'arrivera pas. Donc les groupements d'intérêt n'ont pas véritablement une forme d'autonomie totale. Les autres groupements d'intérêt peuvent jouer le rôle de contre-pouvoir également dans ce cas-là. Ils ont une autonomie totale, mais comme dans une société humaine, dans une société politique, chaque intérêt est parfois contradictoire avec l'intérêt du voisin. Si vous faites prévaloir et si vous affirmez clairement votre intérêt, vous êtes un contre-pouvoir par rapport à ceux qui ont un intérêt adverse. Donc c'est une notion de contre-pouvoir spontané, naturel et qui peut être efficace ou pas selon la vigilance des individus qui... Et donc qui dit le droit alors dans ce cas-là? Le droit, alors c'est ce que on en a parlé hier lors de la conférence, c'est-à-dire que le droit doit être réhabilité sous la forme du droit naturel, c'est-à-dire des règles, des grands principes qui découlent de la loi naturelle et qui s'imposent au droit positif, lequel ne peut pas y déroger, qui s'impose à tous les membres du corps social, du premier membre d'un groupement d'intérêt jusqu'au chef de l'État, et qui sont sanctionnés par des juridictions qui sont chargées d'appliquer le droit tel que nouvellement conçu. Aujourd'hui, précisons bien que le droit que nous avons l'habitude d'appeler droit n'est pas du droit, c'est de la réglementation, et nous ne sommes absolument plus dans un état de droit parce qu'il n'y a plus de sécurité juridique du tout. Les réglementations sont mobiles à l'infini. Mais justement, qui est le garant? Ne sont pas pérennes. Justement, qui est le garant de ce droit? Et pour en revenir à la discussion, l'échange que vous avez eu avec Simon, Simon dit à juste titre qu'il pourrait y avoir une dérive à un moment de ce pouvoir spirituel. Mais il peut toujours y avoir des dérives. On est sur Terre. Bien entendu. Et j'ai envie de dire, au Moyen-Âge, il y avait ce clergé, et bien qu'il y ait eu ce clergé, à partir du moment où ça fonctionnait correctement, les corporations pouvaient fonctionner, ils avaient leurs droits, ils avaient droit ils avaient des discussions directes avec la royauté, la noblesse. Donc, j'y vois pas un problème. C'est quand ça dégénère que ça devient un problème. Bien sûr. Mais ça, une fois de plus, on en revient à la vigilance humaine et à la volonté de chacun de s'investir pour que le groupe fonctionne. Et sans ça, on peut miser sur rien. Je veux dire, il n'y a aucun espoir. Si on ne mise pas là-dessus, il n'y a aucune possibilité d'imaginer qu'on peut sortir du marasme actuel et de la fin de l'humanité, finalement. Donc, oui, tout à fait. Votre espoir, c'est l'humain et la bonne volonté. Mon espoir, c'est l'humain et la survie de l'individu et du collectif. L'instinct de survie, en fait. Mais je veux revenir, parce que je crois que c'est important de préciser, il faut quand même qu'il y ait un garant de ce droit. Parce que j'ai lu sur votre site, par exemple, que vous nous expliquez que le droit est la clé de voûte qui permettra un changement, mais il faut quand même qu'il y ait quelqu'un... Le garant de ce droit, c'est l'élaboration des règles de droit naturel. Ces règles, elles ne sont pas issues de nulle part, on ne les invente pas, on ne les pompe pas comme une poule pond un œuf. C'est vraiment des règles qui ont été élaborées au fil du temps, qui ont déjà été formalisées, qu'il ne faut juste il faut juste s'en souvenir, il faut juste les ressortir de sous les décombres. Mais elles existent, ces règles. Par exemple, je vous en donne une, par exemple dans les sciences humaines, une des règles de la vie en société, c'est l'existence de contre-pouvoirs. Si vous ne respectez pas dans l'organisation d'une société l'existence de contre-pouvoirs, vous êtes échec et mat. Ça, c'est une règle de droit naturel parce qu'elle a été vérifiée dans toute l'histoire de l'humanité. Une autre règle de droit naturel, je dis ça parce que j'y pense tout d'un coup, en matière de sciences dures, pourquoi est-ce qu'on parle de science? C'est parce que précisément, les scientifiques ne savent pas tout. On a investigué la science, pourquoi? Pour essayer de comprendre notre environnement, ce qui suppose que nous ne le maîtrisons pas et que nous ne le comprenons pas. Donc il faut accepter que nous ne comprenions pas tout, que certaines règles nous échappent et qu'on essaye de s'approcher d'une explication, mais que quand on essaye de s'en approcher, parfois on se rend compte des décennies après qu'on a pris une fausse piste, et il faut avoir l'humilité d'accepter de s'être trompé pour réinvestir des hypothèses qui avaient été laissées
laisser de côté, par exemple. Je parle précisément dans le domaine médical, c'est d'actualité, mais dans toute la science, c'est aussi d'actualité. Il faut sortir des dogmes qui ont été induits par cette idéologie matérialiste pour être capable de dire on arrive à une impasse parce que ce dogme-là ne permet pas d'expliquer tous les phénomènes auxquels nous constatons. Alors, les phénomènes, c'est au départ des signaux faibles. Il y a quelques éléments qui sont incohérents par rapport à la règle. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte que ces quelques éléments deviennent presque majoritaires. Donc, à un moment, on se dit, bon, on est en échec. Il faut accepter de reconnaître que nous ne sommes pas la quadrature du cercle, nous ne maîtrisons pas tout, ni l'alpha ni l'oméga de la vie, et que on peut se tromper et que c'est pas grave. Je veux dire, l'erreur est humaine, on peut se tromper et il faut ne pas abandonner pour autant et ne pas se crisper sur des positions qui sont aberrantes. Voilà, c'est la finalité de l'histoire, c'est celle-là en fait. Alors si on regarde un peu la société aujourd'hui, ce qui est en haut de la pyramide, on va dire, c'est même pas, on va dire, les banquiers ou les hommes d'affaires, c'est le capital, en fait, l'argent. Mammon, en fait, pour parler d'un point de vue religieux, c'est vraiment ça. Et pour que... C'est l'acceptation aussi, c'est le déni de réalité de toutes les strates intermédiaires, parce que moi j'ai envie de dire, ce qui est le plus dangereux pour nous, c'est pas tellement ceux qui sont tout en haut et les outils qu'ils ont déployés, c'est le fait que toutes les strates intermédiaires, y compris celles qui ont le moins d'intérêt, adhèrent à ce narratif et à cette proposition de vie, en fait, à ce fondamental qui fait que sans ça, on n'est rien. Oui, le problème, c'est pas les organisateurs, c'est les participants. Ben oui, parce que les organisateurs sont très peu nombreux et les participants sont très nombreux. Donc, par mimétisme, les participants deviennent plus dangereux que les organisateurs. Tout à fait. Mais en fait, pour moi, si j'insiste sur le fait de parler du capital ou de Mammon, c'est ce qui relie aujourd'hui les gens. Ce que tout le monde comprend, même si on ne parle pas la même langue, c'est l'argent. Et dans l'Ancien Régime, ce qui reliait les gens, c'était Dieu. Donc, comment on réorganise une société sans transcendance ? Alors, le droit, c'est très bien. Non, on ne peut pas réorganiser une société sans transcendance. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. La quête de spiritualité est de plus en plus prégnante dans les sociétés. Quand on parle aux gens, et en particulier, j'ai l'impression que les jeunes aujourd'hui n'entrent plus dans la vie active comme ils y entraient aux époques antérieures. C'est-à-dire que les jeunes sont en quête de sens, oui, bien sûr. sont en recherche de sens. Donc il y a cette quête de transcendance est de plus en plus palpable. Elle existe, donc il faut juste en tenir compte. Mais alors, j'ai envie d'un peu vous taquiner. Vous dites que la clé de voûte, c'est le droit. Mais est-ce que la clé de voûte, c'est pas plutôt la transcendance et la spiritualité ? En fait, les deux sont liés, parce que si vous comprenez bien, le droit naturel, c'est lié à la transcendance. La transcendance a impliqué des règles de vie ensemble, en commun, qui sont tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas à ton prochain ce que tu veux pas que ton prochain te fasse. En fait, le b.a.-ba de la vie en commun et des règles de droit naturel, c'est ça. Donc les deux sont liés, parce qu'effectivement, ce sont les religions qui ont investigué cet état transcendantal. Donc oui, c'est pas contradictoire, en fait. Ok, les deux sont bons. Très bonne réponse. Hein. En fait, on pourrait schématiser révolu droit, mais même au-delà. La clé, c'est le bon sens, la réflexion, le questionnement. Ah oui, l'humanité, la survie. Quoi. L'humanité. Ouais. Exactement. C'est très simple. L'activité contre le travail, c'est la réflexion contre l'automatisation, c'est la synthèse contre le détail je pense à la séparation des connaissances, enfin la spécialisation des connaissances qui a atteint un seuil critique de non-retour qui fait que tout le monde devient dément. Enfin, les spécialistes savent tout sur rien. On arrive à une absurdité totale. Enfin, c'est une dérive en fait. Quand ça va trop loin, ça dérive. Non pas qu'il ne faille pas analyser, mais si vous vous coupez de toutes les connaissances autour, vous n'êtes plus rien. Vous savez rien en fait. On en revient à l'idée d'articuler un maximum de sujets entre eux pour comprendre
la globalité Absolument. au mieux. Il faut revenir à plus de généralisation des connaissances, à plus de transdisciplinarité, d'interdisciplinarité. Ça, c'est une évidence dans tout le champ des connaissances humaines. Et puis, il faut réinvestir aussi toutes les connaissances qu'on a perdues, parce qu'on passe notre temps d'un siècle à l'autre à oublier ce qui s'est passé les siècles d'avant. Donc, ça devient absurde. Je dirais qu'aujourd'hui, et même précisément avec le développement des connaissances techniques, on pourrait justement utiliser cette intelligence artificielle, etc., pour éviter d'oublier tout ce que nous avons oublié des siècles et des connaisses antérieures. Mais apparemment, Donc, ça fait toujours partie pareil. du programme d'oublier ce qui s'est passé. Apparemment, c'est dans le programme. Bah, voilà, c'est dans le programme de ceux qui programment toute cette technologie. C'est pour ça que c'est pas la technologie en soi qui pose problème, c'est le contrôle de la technologie. Et c'est là où on en revient toujours à ces gens-là font dévier les sujets sur des non-sujets. C'est-à-dire que on nous met en avant le transhumanisme, l'intelligence artificielle, etc. Bon, le transhumanisme, c'est un mot fourre-tout pour désigner des choses très différentes. Mais concernant l'intelligence artificielle, elle peut soit nous rendre service, soit nous tuer. En fait, la question est de savoir ce qu'on va en faire. C'est un outil extraordinairement puissant. Donc, il a la puissance de la vie ou celle de la mort. C'est tellement plus simple d'aller vers la puissance de mort que la puissance de vie. C'est justement, c'est la question. Est-ce que c'est plus simple et est-ce que les gens ont l'instinct de survie leur permettant de transformer la mort en la vie. Enfin, la vraie question aujourd'hui dans nos sociétés, c'est ça. Avons-nous l'instinct de survie ? Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, et c'est même pas dans nos sociétés, c'est toute l'humanité qui est en jeu, parce que ces développements technologiques impactent toute l'humanité, enfin tous les peuples qui vivent sur cette terre. Donc alors là, j'ai une question qui peut être intéressante, c'est que vous dites effectivement qu'il y a une volonté de détruire la vie, mais est-ce que c'est pas déjà intégré même au sein des populations occidentales quand on regarde la démographie? Aujourd'hui, effectivement, les populations souffrent beaucoup et ça se voit au niveau démographique, mais il n'y a pas seulement ça, c'est simplement... la mort doit être intégrée comme un élément de la vie, parce que sans la mort, il n'y a pas de vie. Et ça, c'est encore une règle de droit naturel, si je puis dire. Hein. Mais indépendamment de ça, la mort ne signifie pas la fin, puisqu'il y a toute la transmission. Et c'est une transmission qui est une transmission culturelle, morale, affective, matérielle aussi, mais pas seulement, on a tendance à l'oublier, qui est une transmission intergénérationnelle et parfois qui est surprenante parce que elle saute même des étapes générationnelles pour persévérer sur les générations d'après. Donc il faut considérer la vie dans un prolongement, dans un flux. Et la mort est une étape, mais ce n'est pas la fin, puisque quand vous mourrez, c'est la fin pour vous, mais si vous avez des gens à qui vous avez transmis des choses, des enfants en particulier, mais si vous n'avez pas d'enfants, vous avez pu avoir des gens à qui vous avez transmis votre façon de penser, il y a toutes sortes de transmissions sur cette terre qui fait que vous ne disparaissez pas avec tout ce que vous avez été. Ce que vous avez été il y a une certaine permanence de l'être indépendamment de la mort. Et ça, il faut quand même en tenir compte. Hein. Toutes les études transgénérationnelles le démontrent. Donc cette mort est un élément de la vie, mais ce n'est pas l'oméga. C'est une étape dans l'avancée de l'humanité. Si on était taquin, on pourrait aller jusqu'à penser que l'idée du transhumanisme au sens de vaincre la mort, ce serait une idée justement d'arrêter cette transmission aussi. Tout à fait, mais justement le transhumanisme est une impasse évidente au niveau conceptuel de ce fait-là, c'est qu'elle considère la mort comme la fin. Or ça c'est une erreur gravissime et évidente. Enfin, je veux dire, un enfant de 3 ans serait capable de le comprendre. Donc effectivement c'est une impasse c'est historique. Une impasse conceptuelle, idéologique et une impasse liée au matérialisme. Parce qu'effectivement, si vous avez une table et que vous la détruisez, elle n'existe plus, elle ne transmet rien du tout. En revanche, l'humain, votre grand-père est mort, mais il vous a transmis ce qu'il était, sa façon de concevoir le monde, de penser, ses espoirs, ses échecs. Voilà. Donc on est arrivé dans l'impasse ultime. C'est peut-être bon signe finalement. On verra. L'avenir nous renseignera. Ludovic, Simon, vous avez encore envie d'intervenir ? Peut-être juste une question pratico-pratique.
J'ai lu Révolu droit, je l'ai regardé en long, en large, en travers. On a transmis l'information, notamment au travers de cette conférence hier soir. Et maintenant, que pouvons-nous faire pour pouvoir avancer et essayer de mettre en pratique Eh bien, excusez-moi, je vous coupe, mais j'ai vraiment envie de, Allez-y, de répondre. allez-y. Eh bien, avancer, c'est de mettre en pratique les groupements d'intérêt et se réhabituer à vivre de façon avec une pensée autonome et non seulement avec soi-même, mais aussi avec les autres. C'est-à-dire être capable de communiquer pour élaborer des règles de vie en commun dans le cadre des activités. Et ensuite, ça deviendra une mécanique, une habitude qui fera que la société pourra repartir sur des fondamentaux sains, en tout cas épurer des excès que nous connaissons aujourd'hui. Donc j'invite tout le monde à vraiment à mettre en œuvre les groupements d'intérêt parce que c'est une fonction presque transcendantale qu'il y a derrière, puisque c'est se réhabituer, c'est le changement de paradigme en fait. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, sauf si l'un d'entre vous va encore intervenir. Moi, j'avais juste une petite question, parce que Lamine a mentionné le mot démographie tout à l'heure. Je me souviens d'avoir vu il y a très longtemps une 4e de couverture d'un économiste qui proposait des modèles économiques qui ne reposent pas sur le développement incessant, perpétuel, et notamment pas sur l'augmentation de la démographie permanente. Est-ce qu'une société dont la démographie stagnerait, par exemple, c'est un peu ce qu'on nous dit, serait forcément une société en train de mourir ? Bah, écoutez, on a l'expérimentation, puisque nous, on stagne depuis je dirais, presque 100 ans. Enfin, en tout cas, depuis après, pas 100 ans, mais après le baby-boom pour ce qui concerne la France, la démographie a stagné. Elle a commencé à stagner dans les années 70. Et on n'est pas en pleine explosion, floraison. Hein. Il est clair qu'on est en train de s'éteindre. Enfin, je veux dire que la démographie n'a cessé de baisser. Et de toute façon, je dirais que la question démographique doit être considérée en termes d'observation, mais certainement pas d'action. Nous n'avons aucun droit à agir sur la démographie. La seule chose qu'on puisse faire, c'est agir sur la qualité de vie, agir sur l'envie des gens de vivre et de prospérer, de transmettre la vie, de transmettre des informations aux générations d'après, mais certainement pas sur la durée de vie, la durée de mort de façon directe. Enfin, nous n'avons aucun droit là-dessus. Enfin, je considère qu'effectivement, il faut laisser la nature faire ce qu'elle a à faire et concentrons-nous sur ce que nous sommes capables d'apporter, de construire, de bâtir, et non pas sur les éléments qui nous permettraient de nous comparer à Dieu, finalement. C'est l'hubris, ça. Je pense que c'est une bonne conclusion, mais j'ai une chose à dire là-dessus. À titre plus personnel, Valérie Bugeaud, justement, vous venez de le dire, mais Dieu dans tout ça. Dieu, je dirais que dans la mesure où nous ne maîtrisons pas tout, certains peuvent y croire, d'autres pas. Moi, à titre personnel, fondamentalement, je crois en Dieu. Maintenant, c'est pas moi qui décide à sa place, et chacun doit faire aussi son propre cheminement, doit prendre ses positions, mais en n'étant pas dans le déni, c'est-à-dire en acceptant toutes les contraintes qui vont avec les prises de position que l'on prend. Super. Merci. On a eu le coming out peut-être de Valérie sur Dieu. Non mais merci beaucoup. On remettra tous les liens en description de cette vidéo et de cet audio pour le travail de Madame Bugeaud, que ce soit Révolu droit, que ce soit son propre site, des liens vers ses ouvrages également. On vous remercie énormément d'être venu à Bruxelles, de nous avoir fait cette conférence, de nous avoir fait l'honneur d'être autour de cette table. Et continuez avec votre travail parce qu'il est salutaire. Je vous remercie. Je remercie beaucoup Artemus de m'avoir invité et d'avoir comme ça fait mes premiers pas à Bruxelles. Il faudra revenir. Il faudra revenir et on vous réinvitera. Mes chers chroniqueurs, à une prochaine. Et chers auditeurs, on vous retrouvera pour une nouvelle émission. Au revoir à tous. À bientôt.